Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mohamed Chaïd, consultant, mais je suis ici avec ma casquette de chercheur associé à l'Université Clermont-Auvergne à l'UMR Territoire. Je vous souhaite la bienvenue au nom des organisateurs. J'aimerais qu'on puisse se mettre en mode atelier parce que la salle est grande et puis on ne voit pratiquement pas. Je vais vous demander, pour les montagnards là-haut, de descendre nous rejoindre. Comme ça, on essaiera de mieux se voir et mieux s'apprécier. Voilà, je rappelle qu'on est en mode atelier, non pas grande conférence, de façon qu'on puisse avoir de l'interactivité entre nous avec nos intervenants que je présenterai dans un moment. Alors, bienvenue à cet atelier des rencontres nationales de retour à la terre et au territoire, et particulièrement dont l'intitulé est Exode urbain, mythe ou réalité. L'avenir est-il dans le pré? Donc on va essayer de voir en termes d'approche démographique, sociologique et prospective avec nos intervenants, de quoi il en retourne. On va parler de stratégie résidentielle, on va parler aussi de chiffres, de faits concernant l'accueil de nouveaux habitants. Est-ce qu'on change de vie ou bien est-ce qu'on va être contraint? L'exode fait souvent appel à la fuite. Ou peut-être aussi à l'envie. Alors évidemment, ce sont des réalités disparates selon les territoires. En tous les cas, c'était une réalité, l'exode rural, c'était une réalité dans le passé, encore un petit peu pour certains territoires, mais c'est aussi une réalité triste et grave quand on parle d'exode. L'histoire de l'humanité en témoigne. Sans doute que le terme est un peu exagéré, provoquant, pour avoir un peu plus, je dirais, de participants à cet atelier, mais en tous les cas, l'important, c'est de voir un peu de quoi il en retourne. Mais quoi qu'il en soit, l'un dans l'autre, on est aussi dans des situations un peu d'exil. On quitte un territoire pour un autre, mais on verra que les réalités sont beaucoup plus complexes, puisqu'on passe d'un état à un autre et on peut être à la fois dans 2 territoires, voire 3 territoires en même temps. Alors, ce que je vous propose pour cet atelier, c'est de couper la poire en 2. Donc, on va avoir une première séquence qui va plus redistribuer les cartes, voir un peu les réalités selon nos intervenants et également selon les réalités des territoires, selon les désirs de campagne des partants ou des nouveaux arrivants ou des migrants, pour voir quel terme on pourrait leur donner. Donc, une première séquence autour des réalités, comment comprendre ce qui se passe, ce retour à la terre entre des réalités et des désirs de campagne. Et puis, évidemment, on aura un petit focus sur la pandémie. Il y avait avant la pandémie, après la pandémie de la corona. Et puis une deuxième séquence, juste après cette première séquence, je vous donnerai la parole de façon relativement brève, parce que le temps nous est compté. Mais vous avez la possibilité d'écrire vos remarques, vos observations, des témoignages ou des questions sur des petits bouts de papier. Et je salue les étudiants qui sont avec nous. Je crois qu'il y a Élodie qui est là. Et puis un deuxième étudiant. Il est peut-être en salle. Peut-être là, pas encore. Voilà, donc Élodie est là. Voilà, elle va nous aider. Normalement, elle est censée prendre des notes pour capitaliser cet atelier, mais je ne doute pas que voilà, vous la repériez pour les petits bouts de papier ou en tous les cas pour poser vos questions. Une deuxième séquence qui va être consacrée aux outils, aux démarches, à la prospective, aux perspectives, voir un peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui, comment, grosso modo, que voulons-nous en termes de politique d'accueil, en termes tout simplement de faciliter ce désir de campagne, d'installation, évidemment. Et puis là encore, on aura évidemment des questions à poser à la salle, où la salle nous posera également ses propres questions. Voilà. Pas de questions pour l'instant pour démarrer cet atelier? Ça vous paraît clair? 2 séquences. On va avec la première. Bien, je change de micro et de posture. Alors, bienvenue à cette table ronde à vous aussi. Donc, je vous présente nos intervenants. À ma gauche, Jean Ipinot, qu'on ne présente plus, parce qu'il a officié hier dans cette belle salle pour animer la séance d'ouverture. Donc, Jean Ipinot, qui est directeur des Localos, c'est une association londonienne et qui réunit des experts sur les problématiques de développement local. On ne présentera pas Jean Ipinot puisqu'il était directeur du collectif Ville-Campagne, le fameux collectif Ville-Campagne, où on a besoin de son regard précieux, son expertise. Donc c'était une association nationale entre 1996 et 2016 et qui a permis d'accompagner, de structurer les politiques d'accueil, mais aussi de parler d'attractivité. Ensuite, nous avons donc Claire Desmar,
Alors, qui est la seule élue de la table, hein. Peut-être qu'il y a d'autres élus, je ne sais pas. Enfin, bon, pas mal de conseillers municipaux en ce moment. Claire Desmar, vous êtes élue à la région. Alors on peut préciser que vous êtes élue d'opposition, hein, opposition constructive, comme on dit, hein, à la région Bretagne. Merci de nous rejoindre. Vous êtes là depuis hier. Vous êtes agricultrice. Vous êtes plutôt versée dans l'arboriculture, mais ce qui vous passionne, c'est un café-librairie hein, que vous avez installé sur le pays de Redon. Et puis, à ma gauche, toujours, Hélène Talon, qui est une collègue géographe, qui est aussi chercheuse associée à l'UMR Innovation à Montpellier. Voilà. Et vous êtes plutôt spécialisé dans la pluriactivité, on va dire comme ça, pour résumer, parce qu'il faut donner de temps en temps des étiquettes de compréhension. Voilà. Alors, puis nous avons Dominique Valentin, qui, lui, est plutôt un expert en matière d'accueil d'arrivants, mais aussi de lien avec les territoires, avec ce joli projet qui s'appelle Vivre au Vert, donc on en parlera tout à l'heure, concernant une plateforme d'aide à la sélection des territoires pour ce fameux exode urbain. On peut dire que vous avez la main dans le cambouis, si j'ose dire, hein, pour accompagner les porteurs de projets. Alors, première séquence concernant la réalité. Je vais démarrer par Jean Epinot. Alors, je sais que l'un et l'autre, vous avez des slides, on va les passer à votre demande. Jean Epinot, donc les politiques d'accueil, vous les avez connues, vous les avez pratiquées, vous les vivez encore aujourd'hui dans le Massif central, mais aussi à l'échelle nationale. Quel impact aujourd'hui par rapport à ce temps long, depuis le temps qu'on en parle aujourd'hui? Est-ce qu'on confirme cette idée d'exode urbain ou pas? Jean Epinot. Oui, merci Mohamed. Bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être rapidement, commencer peut-être par deux boutades, comme ça, histoire de se mettre en jambes. La première, c'est une parole de Robert Savy, qui a été le président historique de la région Limousin, de Feu, la région Limousin, qui disait en matière d'accueil de nouvelles populations, il y a beaucoup de croyants, mais il y a peu de pratiquants. Voilà. Donc ça, c'était dans les années 90, on va dire. Et puis la deuxième, c'est de dire qu'en fait, on a fait éclore avec le collectif Ville-Campagne, quand je dis avec, c'est des communes, des intercos, des pays, des départements, des régions, un temps l'État même. On a fait éclore ce qu'on appelle aujourd'hui les politiques d'accueil et d'attractivité ou politiques d'accueil et d'habitabilité des territoires. C'est un terme que je préfère d'ailleurs. On va dire, si on veut être grinçant, ce qui ne m'arrive jamais, si on veut être grinçant, on pourrait dire que à la fin des années 90, le Graal pour certains territoires, c'était de pouvoir s'afficher dans le métro en guise de politique d'accueil. Et puis aujourd'hui, ça a beaucoup bougé, puisque le Graal aujourd'hui, c'est d'avoir un clip avec un drone et qui passe sur le web. Voilà. Non, mais je ne suis pas grinçant. Voilà. Le sujet est trop important pour le traiter comme ça à la légère. Donc peut-être dire deux ou trois mots. Effectivement, le collectif Ville-Campagne, les élus, les collectivités, les techniciens, les habitants ont fait de ce slogan un peu marketing politique d'accueil fin des années 2000 à la fois un levier pour bouger vraiment, c'est extrêmement compliqué pour bouger des représentations collectives, des imaginaires collectifs parmi nos concitoyens sur cette image un peu ringarde d'une campagne avec des ploucs, une sorte de territoire de relégation, une fierté en fait, et aujourd'hui une vraie contribution aux enjeux sociétaux, voire civilisationnels de ce monde rural. Et donc c'est pas rien. Ça, c'est le premier élément que je constate qui est extraordinaire. C'est de redonner de la fierté à la fois aux gens qui habitent les territoires ruraux et redonner aussi de la perspective à condition d'eux. Voilà. Et donc, quand on parle de politique d'accueil, pour faire rapide, peut-être commencer par là. Qu'est-ce qu'on entend par politique d'accueil? Alors, on livre une définition. On est ici en plein cœur du Massif central. Le Massif central, c'est une terre qui a, depuis une vingtaine d'années, fait de ces questions d'accueil une politique de développement local, une politique de développement territorial et une politique de développement massif. On voit qu'il y a des territoires un petit peu partout en France et en Europe
qui sont intéressés à cette question-là. Donc qu'est-ce que ça nous dit, ces politiques d'accueil? En fait, ces politiques d'accueil, qu'il n'y ait pas de malentendu, ce n'est pas des politiques croupions, ce n'est pas des politiques de communication, ce n'est pas des politiques de marketing, c'est des politiques de développement local. Et je dirais que c'est peut-être la dernière forme de l'évolution de ce qu'on appelle les politiques de développement local. Ça veut dire que ces politiques d'accueil, pour qu'elles soient un tantinet efficaces et efficientes, il faut que les territoires, les élus, les habitants, les acteurs, les techniciens mettent les mains dans le cambouis du territoire, c'est-à-dire pèsent sur l'organisation des territoires. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu, après une vingtaine d'années d'observation et de travail aux côtés des élus, ce que les localos continuent à faire avec le réseau Envidaire, qu'on accompagne en appui stratégique par exemple, c'est de dire accueillir de nouvelles populations, c'est d'abord faire de la place. Voilà. C'est être en capacité de porter politiquement ce message, donc de l'avoir partagé avec les populations, avec les habitants, de dire on souhaite être accueillant. Voilà. Une politique d'accueil ne peut pas réussir, ça c'est un des enseignements forts, quand les habitants, la population ne veut pas faire de la place, ne veut pas accueillir. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que le territoire doit regarder ce qu'il a à offrir en fait aux habitants qui vivent déjà sur place pour pouvoir être plus accueillants pour ceux qui viendraient les rejoindre. Donc ce qu'on appelle l'offre avec un grand O du territoire. Je ne rentre pas dans le détail, mais cette offre-là, c'est pas que de l'offre marchande, c'est pas que de l'offre d'emploi, c'est pas que de l'offre d'activité, c'est aussi de la culture, du service, de l'hospitalité. Et puis donc cette question d'offre, en fait, elle s'articule autour d'un triptyque qui permet en fait de comprendre et de prendre appui et donc de travailler sur l'organisation et la structure même du territoire, qui sont les conditions d'activité, les conditions de réceptivité, la question de la place, la question du logement, du foncier agricole, du foncier d'entreprise et de l'urbanisme. Et le troisième pilier de ce triptyque, c'est les conditions d'aménité qu'on pourrait mettre peut-être en premier. Aménité, c'est-à-dire comment ce territoire-là est accueillant, comment les populations n'ont pas peur de la figure de l'étranger, comment on se construit, est-ce qu'on peut s'émanciper, est-ce qu'on s'ennuie ou pas sur notre territoire. Donc c'est la question des services, c'est la question de la culture, c'est ces questions essentielles. Voilà, c'est trois triptyques. Et il y a quatre, et c'est un peu compliqué, je ne sais pas si vous me suivez, si c'est pas trop techno ou trop rapide, mais il y a quatre éléments fondamentaux. On va dire 5. Le premier, c'est ce projet de territoire. On dit qu'on veut être accueillant et on dit pourquoi. Et on le dit quand on le dit, c'est pas un ou deux élus, c'est un travail de concertation réelle. Premier élément, c'est la question de la culture de l'accueil. Voilà ce que j'évoquais. C'est comment en fait on fait comme une humanité, comme une naturalité sur un territoire. C'est la culture de l'accueil et ça se travaille. Voilà, ça se décrète pas, ça se travaille. C'est même du temps assez long. Voilà, parce que ce n'est pas donné à tout le monde que de comprendre que l'autre vient nous enrichir. Ça se travaille, il y a des outils. Deuxième, c'est la construction de l'offre. Le troisième élément essentiel, c'est la question de l'accompagnement. Comment, en fait, à la fois des élus, mais aussi des techniciens, des agents de développement, mais aussi des citoyens, des habitants, des associations, accompagnent l'arrivée de nouvelles populations. Et le quatrième, et je le mets exprès en dernier, c'est la question de la communication. Comment on se parle sur le territoire, entre anciens, entre nouveaux, entre élus, entre techniciens, entre citoyens, sur cette volonté de développement local, sur ce projet de territoire, donc de la communication et de l'information circulante entre et sur le territoire, et comment on communique en dehors du territoire pour promouvoir, pour prospecter, pour dire combien ce territoire vit bien. Merci, ça a été long, mais c'est essentiel puisque c'est les bases méthodologiques d'une vingtaine d'années de construction avec les territoires de cette politique d'accueil. On reviendra vers Jean-Yves notamment pour commenter, on a beaucoup parlé des territoires mais aussi des migrants, les profils. On a un slide là-dessus. Claire démarre côté politique d'accueil. Ce qu'on a entendu de Jean Epinot, ça ne s'improvise pas, ça ne se décrète pas, ça se construit avec la population, avec les acteurs locaux.
quel est votre regard aujourd'hui sur le côté territoire? Comment ça se présente? Est-ce que les territoires sont prêts aujourd'hui, comme le dit Jean-Yves, à accueillir notamment des nouvelles populations? Moi, ce que j'aime bien dans l'approche... Bonjour à tous, à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être là. Et Emmanuel est parti, mais je suis très émue aussi parce qu'on a parlé de ce projet, de ce moment de débat il y a plus de 2 ans et demi. Et elle rêvait de ça, et je suis très heureuse de voir advenir ce moment parce que je pense que c'est essentiel qu'on arrive à traiter ce sujet et qu'en plus j'ai la chance d'être très bien entourée aujourd'hui et de voir qu'il sera traité de manière très qualitative. Donc moi, je suis élue à la région Bretagne. Et donc je suis là peut-être pour apporter ce point de vue des collectivités. Je valide tout à fait ce que Jean-Yves dit sur la question culturelle, c'est-à-dire l'accompagnement. Est-ce que les collectivités territoriales aujourd'hui sont prêtes? On parle beaucoup des mairies, parce qu'évidemment c'est l'échelon, mais en fait l'aménagement du territoire en général, c'est aussi les départements, les régions, et puis c'est la place du préfet et de l'État dans cette question-là. Moi je vous le dis, non, clairement. Aujourd'hui, la question de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, on a au moins 20 ans de retard. Moi j'entends encore parler de la ville dense pour l'aménagement du territoire urbain, mais je suis désolée, avec des villes à 50 degrés en été, la ville dense n'est pas la solution. Et j'entends parler en Bretagne à tour de bras de l'attractivité, alors même qu'on n'a plus de logements, qu'on ne sait plus comment apporter suffisamment de ressources en eau pour pouvoir avoir de l'eau du robinet pour tous les habitants qui vivent sur certains territoires. Donc à mon sens, l'aménagement du territoire aujourd'hui doit avoir de nouveaux mots pour dire et de nouvelles politiques publiques pour faire. Et du coup, la question de l'exode qui se pose à l'exode urbain aujourd'hui, c'est la question de quel exode urbain on veut. Celui qu'on voit advenir, c'est, à mon sens, d'autres en parleront un peu plus détaillé, une forme de métropolisation étendue, c'est-à-dire on est prêt à faire 1h30 de TGV plutôt que de faire 25 minutes de RER ou de TER, ou de voiture en l'occurrence. Mais la question se pose réellement de quels territoires vont être capables d'accueillir et de qu'est-ce qu'on veut en tant que collectivité, qu'est-ce qu'on veut en tant qu'État, qu'est-ce qu'on veut en tant que pays pour un aménagement du territoire qui soit plus durable, qui soit plus équitable. Et à ce titre-là, effectivement, il y a des outils à réfléchir et il y a des arbitrages à faire. Le premier, à mon sens, c'est celui de la mobilité. Aujourd'hui, on a un enjeu très fort qui est un enjeu écologique et qui est un enjeu d'aménagement du territoire sur la mobilité. On est le pays qui, depuis 20 ans, a tout mis à la LGV. Les transports du quotidien, ça n'est pas la priorité de l'État français. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a, au moment de la prise de décision des personnes qui partent des grands centres urbains, et notamment ceux qui partent de Paris, qui est une ville qui drive beaucoup d'exilés urbains, en fait, un phénomène d'étalement vers des villes moyennes qui ont bénéficié de la stratégie de la LGV. Et en fait, c'est logique, puisque c'était souhaité. Et la question se pose aujourd'hui de la manière dont on accompagne des mobilités dans les territoires, à la fois avec des moyens supplémentaires pour les TER, pour les trains régionaux, pour les trains locaux, avec des fréquences, avec des gares qui sont pensées, qui sont des gares secondaires, et avec de l'intermodalité. Et en fait, ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Et après, il y a les transports du tout petit quotidien, c'est-à-dire celui de grande proximité dans les territoires ruraux, un transport qui n'existe pas aujourd'hui, très clairement, ou de manière extrêmement anecdotique. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la loi NOTRe en 2019, les communautés de communes ont la possibilité de se saisir de la compétence transport. Ça n'était pas possible avant, c'est-à-dire qu'avant, c'était juste pas possible juridiquement pour une collectivité, pour une toute petite collectivité, de développer une politique de transport. Aujourd'hui, c'est possible juridiquement, mais ils n'en ont absolument pas les moyens financiers. Donc la question se pose aussi d'avoir une vision nationale et une vision régionale, parce que pour le coup, la compétence transport est une compétence des régions et l'aménagement du territoire aussi. Donc quand on est une région, en fonction de là où on met le pognon, pour dire, voilà, nous, on veut un nouveau tronçon pour amener... Alors, en Bretagne, par exemple, on veut le TGV qui va jusqu'à Brest ou jusqu'à Quimper. Ça ne veut pas dire la même chose que de mettre des moyens pour avoir des transports du quotidien vers des villes secondaires ou des transports entre des villages et ces gares intermédiaires qui permettraient de rejoindre d'autres espaces. Et donc ça, aujourd'hui, à mon sens, c'est un enjeu très fort. Penser les mobilités pour penser un aménagement plus équitable du territoire. Parce que quand je dis que le concept d'attractivité est dépassé, c'est que nous, on a des territoires où on ne peut plus accueillir. Et en fait, dans les territoires ruraux en France, on a une concurrence très forte. On hérite aussi d'un concept qui a
qui a noyé les années 90-2000, qui est le marketing territorial. Donc cette idée qu'il faut prendre le devant sur son voisin, il faut montrer qu'on a un service que l'autre n'a pas, plutôt que de chercher à être en complémentarité. Il faut effectivement avoir son affiche dans le métro, parce que si je suis l'allié et que le Limousin il a eu son affiche et moi je ne l'ai pas eu, alors il me la faut, etc. Je pense qu'aujourd'hui la question c'est celle d'un rééquilibrage. Et à mon sens, le deuxième enjeu, c'est la gestion du foncier. Et là-dessus, on a un énorme enjeu à mener sur les manières d'habiter en ruralité, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu d'alternatives à la propriété privée, parce qu'en fait, le parc locatif est faible, il est insuffisant, il ne répond pas aux besoins des usagers, et il y a trop peu de possibilités d'habitat collectif, alors même qu'il y a des bâtis qui le permettraient, notamment des maisons qui étaient beaucoup trop grandes et qui pourraient être divisées, parce qu'aujourd'hui les familles ont plus forcément 5 enfants, et parce que les parcours résidentiels sont plus les mêmes. Et en fait, les gens bricolent des colocations, des outils, mais aujourd'hui on a besoin de réfléchir la manière de vivre, la manière d'habiter, et la manière de consommer le territoire, parce qu'il y a l'offre, mais aussi il y a la régulation de la gestion foncière, question qui se pose dans des territoires où il y avait déjà beaucoup de concurrence au foncier avec les habitants locaux. Et par exemple en Bretagne, on discute d'un sujet complètement tabou qui est le statut de résident, donc qui est en fait le fait de limiter la quantité de résidences secondaires par rapport à des résidences principales. Et donc c'est clairement s'attaquer à la propriété privée, parce que c'est dire vous n'êtes pas libre de vendre votre bien à qui au plus offrant, en fait, vous devez le vendre à des gens qui vont participer à la vie de la communauté, qui vont scolariser leurs enfants, qui vont être résidents du lieu et pas seulement consommateurs. Ça fait un peu Corse, non, votre affaire? Alors oui, effectivement, la Corse aussi fait partie des territoires qui se bat pour ça, et parce qu'en fait, on veut simplement pas voir mourir et consommer nos territoires, et que cet exode urbain doit être un exode d'entrée de vie. C'est ce que je défendais dans mon bouquin Manifeste pour une ruralité positive. Pour moi, aujourd'hui, si c'est la métropolisation, c'est-à-dire continuer à vivre à la ville, enfin à consommer, travailler à la ville, mais seulement habiter et consommer la qualité de vie en fait de la ruralité, mais pas participer à la vie de la communauté, on manque quelque chose d'essentiel. Et c'est encore pire si c'est juste de l'étalement résidentiel. Peut-être un éclairage sur la pandémie. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a de l'accueil avant pandémie et après pandémie, notamment pour une région qui fait partie des régions les plus attractives, hein. Il n'y a pas que le Sud et l'Hérault ou l'Occitanie, mais il y a aussi la Bretagne qui attire énormément. Alors oui, et en plus, on va avoir un changement, à mon sens, assez rapide. Et moi, je l'entends de la part des porteurs de projets, mais je pense que d'autres le diront. C'est-à-dire qu'avec le changement climatique, il y a de moins en moins de gens qui sont prêts à s'installer dans les régions les plus au sud, parce qu'ils craignent pour leurs vieux jours, ils craignent pour leur capacité d'autonomie alimentaire, pour les gens qui ont des projets agricoles, par exemple. Et donc, on se rabat beaucoup vers des régions plus centrales, des régions où il y a plus d'eau, où il y a plus de fraîcheur. Et donc, du coup, on va avoir des nouveaux espaces d'attractivité qui apparaissent, et des nouveaux espaces qui n'étaient pas en tension et qu'ils deviennent. Donc oui, moi ce que je vois en tout cas en post-Covid sur la Bretagne, c'est des choses très positives, avec notamment des gens qui possédaient des résidences secondaires et qui deviennent des résidences principales, et ça c'est génial parce que on réouvre des écoles, on voit des nouveaux projets à devenir, et ça c'est super. Mais ce qu'on voit aussi, c'est des gens qui ont un peu peur et qui se disent, bon, si jamais ça c'est de pire en pire ou qu'il y a des moments comme ça, je vais sécuriser, qui achètent des biens, qui n'en font rien, parce qu'en fait, ils se rendent compte que acheter une maison à la campagne, c'est sympa, mais ça demande beaucoup d'entretien, c'est du travail, etc. Et que ces biens ne sont plus disponibles pour les gens qui vivent sur place, et que en fait on a des problématiques pour voir les personnes qui bossent pouvoir proposer des logements, pour les étudiants, on a des parcours résidentiels qui sont interrompus. Enfin, ça pose des vraies problématiques, et c'est pour ça aussi que j'interroge la question de l'attractivité de la ruralité. La question se pense à mon sens plutôt sur la juste répartition, et je pense que c'est ça l'enjeu aujourd'hui, et c'est ces outils qu'il faut construire pour avoir un aménagement du territoire, un exode urbain qui soit désirable, qui soit positif à la fois pour les arrivants et pour les accueillants. Merci Claire Desmar. Je me tourne maintenant vers Hélène Talon, qui suit aussi les préoccupations des ruralités de façon générale. On peut dire que les ruralités, elles n'ont que des avantages, si j'ose dire, en termes compétitifs, comme on dit pour l'attractivité, en termes d'aménités, mais il y a aussi des disparités, le problème des mobilités qui ont été posées. Quel est votre regard de chercheur, de praticienne, un peu même si vous êtes sur la pluriactivité plutôt? Oui, non, mais je suis aussi sur l'accompagnement, sur l'aménagement du territoire. Enfin bon, bref, je suis géographe.
Oui, alors je voulais commencer par le petit mot là, de ruralité rurale, donc qui apparaît pas dans le titre d'ailleurs, pour préciser, alors voilà, vous allez comprendre que je suis géographe, qu'il n'y a pas d'espace rural, il y a des territoires ruraux qui sont extrêmement différents. Donc déjà, il faut commencer à partir de ça, de cette mosaïque de territoires. On ne peut pas parler de manière extrêmement globale des espaces ruraux, dans la mesure où, en effet, la Bretagne aura des problématiques très spécifiques, le sud de la France aussi, le centre, etc. etc. Et ça, c'est quand même un préalable qui est très important parce qu'il faut raisonner à partir du territoire et de l'espace qu'on a. Parce que les mobilités vont être extrêmement différentes aussi d'un territoire à l'autre pour des raisons variées, donc des trajectoires, des constructions de trajectoires historiques, hein, évidemment. Donc c'est très important de voir ce qui s'est passé à partir du 19e siècle en général. Enfin, voilà. Donc c'est pas juste un effet de style. Ce que je dis, c'est que vraiment ces trajectoires se construisent sur le long terme et vont conditionner aussi la manière dont on va accueillir l'autre, la disponibilité de foncier, d'immobilier, etc., etc. Donc c'était le premier point. Alors, je vais revenir sur les aménités, donc avantages, mais aussi inconvénients des espaces ruraux. Alors là, je rentre de manière plus globale. Le premier point positif des espaces ruraux, c'est leur désirabilité. Et elle est de plus en plus grande. Et ça aussi, c'est un retournement, y compris sémantique, extrêmement important. On n'en voit même pas, à mon avis, la portée symbolique aujourd'hui. C'est-à-dire que l'espace rural, justement, depuis la fin du 19e siècle, se construit comme un espace en marge, un espace de relégation, un espace de plouc, pour reprendre le terme aujourd'hui. En tout cas, qu'on voit dans la littérature. Et cet espace, justement, qui n'était pas désirable, devient un espace complètement désireux aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que le plouc a disparu. Bon, je vais pas rentrer là-dedans, tout à fait. Sinon, on y est encore pour 2 jours. Donc, le premier point, c'est sa désirabilité, donc qui grandit, qui est de plus en plus importante. Les autres points, c'est le sentiment qu'on est plus en sécurité. Donc ça va impacter aussi beaucoup les familles qui vont chercher des ancrages, des endroits un peu plus agréables à vivre pour leurs enfants, etc., mais aussi pour des retraités, etc. Ensuite, c'est cette qualité environnementale. C'est ce sentiment que les sociabilités sont plus importantes, plus durables, donc plus faciles à créer aussi. Donc tout ça, ça fait un contexte qui fait que les territoires ruraux apparaissent aujourd'hui comme des espaces dans lesquels on a envie de vivre, mais évidemment, on ne peut pas les déconnecter des contraintes en fait, qui existent, c'est-à-dire la plus grosse contrainte, c'est celle dont on vient de parler, la mobilité. Et donc, si on remet ça dans le contexte d'aujourd'hui, la mobilité, c'est l'énergie, c'est l'augmentation du coût de l'énergie. Et ça, c'est un point, à mon avis, qui va être crucial dans l'évolution de l'installation sur les territoires ruraux dans les années qui viennent. Déjà, je pense qu'on va le voir cette année. Et c'est aussi les ressources en travail. Je ne vais pas faire une typologie ici de ceux qui s'installent, parce qu'il y a des gens qui l'ont fait très très bien, mais de manière très grossière. Donc, je vais diviser ces migrants, enfin ces personnes qui s'installent en 2 catégories, les inactifs et les actifs. Inactifs retraités et actifs. Donc, on aura 2 sortes d'actifs. Des actifs qui viennent parce qu'ils ont un projet, donc parce qu'ils choisissent un territoire, et des actifs qui viennent parce qu'ils sont obligés. Donc on a tous les phénomènes de relégation de la ville, en fait, du coût des loyers qui sont trop importants, et donc des personnes qui vont s'installer en marge, plutôt en marge, en périphérie des villes, voire dans le rural de plus en plus profond, donc là en se basant sur les logements sociaux qui existent. Donc ça n'a rien à voir, ces personnes-là n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres, et quand on parle de l'attractivité des territoires, de l'image des territoires, à qui on s'adresse, évidemment, alors aux retraités, mais ça c'est pas difficile de s'adresser à eux, puisque souvent ce sont des gens qui ont un ancrage dans les territoires ruraux, donc qui vont de toute façon venir. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ils vont venir plutôt dans les petites villes que dans les espaces ruraux plus éloignés. Là, on va peut-être aussi voir une différence par rapport à ce qui s'est vécu il y a 10-15 ans. Mais à qui on s'adresse? Aux actifs qui sont les plus intéressants pour les territoires. C'est-à-dire ceux qui vont créer de l'activité ou qui vont venir avec des capitaux, avec des ressources.
Et les autres actifs qui sont très nombreux, qui arrivent sans rien, avec toutes les galères possibles et imaginables qu'on a à l'installation quand on n'a rien, ceux-là, on s'en préoccupe pas trop, voire même on essaye de ne pas les voir, voire même leur dire, bon, bah, vous n'avez peut-être pas votre place ici. Tout ça pour vous dire qu'on a toute une mosaïque de situations, de territoires et de situations individuelles qui vont faire en sorte que si on veut vraiment comprendre et avoir des actions pour le territoire, il faut d'abord, à mon avis, partir du territoire, des ressources et des populations qui y vivent. Et je veux juste faire un petit pas de côté pour quand on parle c'est pas de l'installation, mais quand on parle de la revitalisation des espaces ruraux, c'est aussi s'intéresser à ceux qui restent. Parce que ceux qui restent sont très importants. Voilà, la dévitalisation des espaces ruraux, c'est leur absence d'attractivité, pour reprendre le terme, mais aussi le fait de la mobilité des jeunes vers les villes. Et la question de la mobilité, c'est une question extrêmement intéressante. Parce qu'on a vraiment appris, alors dans tous les manuels, là par contre, que pour avoir une trajectoire professionnelle intéressante, il fallait aller vers la ville. Bon, ça c'est vraiment... alors qu'en fait, quand on regarde des études un peu plus précises, mais qui sont trop peu nombreuses en fait encore aujourd'hui, on se rend compte que la mobilité sur l'impact du chômage, l'impact de la mobilité sur le chômage n'est pas si évidente que ça pour des populations précaires qui sont peu diplômées, voire même inverse. Bon, tout ça, ce sont des études extrêmement qualitatives qu'il faudrait mener, mais qui vont un peu à l'inverse des idées qu'on a, en fait, qui sont bien ancrées en fait chez nous. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui aussi, il y a un phénomène qui est intéressant de la part des jeunes ou de ceux qui ne partent pas, qui désirent rester, vivre là où ils ont grandi. Et là aussi, selon les territoires, on va avoir des situations, des configurations extrêmement différentes. Parce que là, on a des enfants qui sont de 3e, 4e génération de néo-ruraux et des enfants, des jeunes, voilà, des jeunes ou moins jeunes, qui sont des enfants dits du pays, etc. Et donc là, on voit très nettement se dessiner une petite ligne de fracture, alors peut-être un peu discrète aujourd'hui, mais en tout cas qui se dessine entre ces populations. Merci pour ce cadrage sur les ruralités et leur degré d'attractivité également. Ce qu'on peut constater parmi vos propos, c'est que le plein appelle le plein aussi, quelque part. Quand on voit des territoires comme la Bretagne ou le Sud qui sont peut-être plus attractifs, en tous les cas, que d'autres territoires un peu plus vides, qui n'attirent pas le vide en tous les cas, mais qui ont du mal pour autant à attirer de nouveaux migrants. Mais alors justement, c'est pas évident parce que c'est exactement ce qui vient d'être dit. Donc le plein justement ne peut plus attirer, quoi. Enfin, c'est le problème du plein. Et donc c'est plutôt le vide là aujourd'hui qui attire. Ce qui attire, c'est les petites villes en fait. C'est les petites villes dont on misait, sur lesquelles on misait pas du tout. Il y a encore 2-3 ans avant le Covid. Ce retournement là est extrêmement impressionnant. Enfin, surtout au niveau des petites villes qui étaient vraiment les villes reléguées. Et donc là, non, c'est le vide aujourd'hui, c'est le vide qui va attirer. Très bien. Et alors juste pour conclure, le problème en fait du plein, c'est que ce qu'on a vu avec le confinement, c'est une augmentation des transactions immobilières, en effet. Alors là, vraiment, ça s'est emballé, mais pas de la résidence. Bien entendu. Je me tourne vers Dominique Valentin. Peut-être une question pas provocante forcément, mais est-ce qu'on assiste aujourd'hui, peut-être depuis la pandémie, le haut de la pandémie, à une consommation de campagne ou bien à une installation durable ? C'est une bonne question. Bonjour à toutes et à tous. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été évoquées. Donc pour me représenter, donc Dominique Valentin, donc Vivre au Vert et peut-être évoquer comment est né Vivre au Vert. Je suis originaire moi des Ardennes, d'un petit village de moins de 500 habitants. Je suis originaire du monde agricole. Et effectivement, quand j'ai quitté à 18 ans mes Ardennes natales pour aller faire mes études en ville, j'ai dit à mes copains, salut les cassos, moi j'ai réussi ma vie, je vais en ville. Aujourd'hui, j'ai l'impression que quand on a quelqu'un en face de soi qui est à Paris, on lui dit, mon pauvre, moi j'ai réussi ma vie parce que j'habite dans un beau territoire où il fait bon vivre. Donc on a un peu inversé la notion de réussite. Et tant mieux, parce qu'effectivement, on avait une notion de ruralité qui était synonyme d'archaïsme, alors que l'urbain, c'était le moderne. Et pourquoi est né Vivre au Vert ? C'est qu'en fait, je suis également fondateur de Relais d'entreprise qui déploie depuis 10 ans des espaces de télétravail en milieu rural et périurbain. Ça fait 10 ans que je dis que la mobilité la plus rapide, la moins coûteuse, la moins polluante, la moins fatigante est celle qu'on ne subit pas. Et que le télétravail
permet de faire venir le travail à soi plutôt que de se rendre vers son travail. Et ça, c'est une notion très importante qui a été accélérée pendant la Covid, pendant le confinement. On a découvert que beaucoup de métiers pouvaient se pratiquer à distance et ça a réveillé un peu les consciences sur le fait que finalement, on pouvait s'affranchir de son lieu de travail pour choisir son lieu de vie et non pas le subir. Parce que beaucoup aujourd'hui d'habitants, et je dis souvent même des habitants plus que des vivants sur des territoires, n'ont pas choisi leur territoire, ils sont allés là parce qu'ils avaient trouvé un job, souvent dans la continuité de l'étude, du lieu d'étude qu'ils ont effectivement retenu. Et quand j'étais au Salon du Travail et de la Mobilité à Paris en janvier 2020, et nous avions été missionnés par 2 communautés de communes des Ardennes pour faire la promotion de leur territoire auprès des Parisiens parce qu'ils avaient installé des espaces relais d'entreprise. Et nous, on était déjà dans cette stratégie de dire on va promouvoir ces espaces-là pour faire venir des Parisiens qui pourront télétravailler, mais pas forcément au domicile parce que le domicile, et je ne vais pas rentrer dans le débat sur le télétravail ailleurs qu'au domicile, ce qu'on appelle nous le proxy-travail, parce que ça serait trop long également. Et donc je disais aux Parisiens, venez cet après-midi, on a un atelier sur les Ardennes, on va même en plus vous distribuer la tarte au sucre, qui est très très bonne, c'est la spécialité locale. Et les Parisiens me disaient, non, surtout pas les Ardennes. Et je dis, pourquoi? J'étais un peu vexé. Mais je dis, pourquoi? Je ne sais pas. Mais est-ce que vous savez où c'est? Il me dit, c'est tout là-haut, là-haut. Mais je dis, attendez, c'est pas tout là-haut, là-haut, c'est à 1h15 de Paris. Et on est en plus à la même latitude que Paris, c'est le même climat qu'à Seattle, où Microsoft s'est développé, donc ça n'a pas empêché Microsoft de se développer sur un territoire un peu avec les caractéristiques géographiques des Ardennes. Donc, et là, on me suis dit, mais c'est fou, il y a des territoires, en plus moi j'ai un double prénom, Dominique Valentin, et c'est vrai que les Ardennes, il y avait aussi des doubles prénoms très connus, mais pour effectivement pas des bonnes choses. Donc il se dit, mais effectivement, les Ardennes, c'est pas que les psychopathes et de la pluie. Donc, mais c'est là où je veux dire que le marketing territorial, c'est compliqué, et on s'est rendu compte que des territoires souffraient d'un déficit d'image. Et c'est comme ça qu'est né Vivre au Vert, pour justement faire en sorte que les territoires apparaissent selon des critères objectifs. Parce que on l'a évoqué sur l'exode urbain, on l'a évoqué sur la Bretagne, on verra tout à l'heure sur les cartographies qu'on a pu nous sortir de Vivre au Vert. Nous, le constat était de faire en sorte que la France redevienne équidense. Alors, je ne vais pas rentrer dans les chiffres parce que je ne suis pas spécialiste, mais il semblerait effectivement que le doublement de la population, donc les 3/4 du doublement de la population, se soit fait sur 5% du territoire. Donc ça veut dire qu'on a une densification de la population sur certaines zones, et au contraire, on a pratiquement, probablement 80% des villages de France qui n'ont pas retrouvé leur pic démographique de la fin du 19e. Alors peut-être que ce n'est pas les bons chiffres, mais dans tous les cas, moi, mon village natal, où il y a 400 habitants, en 1870, il y avait 1300 habitants. Ça veut dire quoi? Alors certes, il y a la guerre qui est passée, il y a des maisons qui ont été rasées, il y avait de l'habitat où il y avait beaucoup plus de concentration d'habitants par maison, des grandes maisons qui ont été évoquées, qui aujourd'hui sont surdimensionnées par rapport au nombre de personnes qui y figurent. Et donc l'idée, c'était de rendre cette France un peu plus équidense, où la population serait mieux répartie, pour éviter justement cette pression immobilière, cet étalement urbain et cette périurbanisation. Et je suis ravi effectivement d'avoir eu cet éclairage sur le fait de dire, attention, il y a plusieurs campagnes. Et donc, est-ce qu'on consomme de la campagne? Qu'est-ce qu'on entend par la campagne? Moi, j'habite aujourd'hui à 50 km, à 60 km de Toulouse, et j'ai fait une erreur stratégique, parce que je suis sur le Canada Dry de la ruralité. C'est ce qu'on appelle le territoire dortoir. Ça ressemble à de la ruralité. Il y a des jeunes, donc ils ne vont pas comprendre ma métaphore à 2 balles, mais ça ressemble à la ruralité, mais ce n'est pas de la ruralité. Et c'est pire, parce qu'on parle de la mobilité, on parle de ce qui fait l'attractivité d'un territoire, mais ce qui fait l'attractivité d'un territoire, et notamment les territoires ruraux, quand bien même il n'y a pas les services, il y a au moins une chose, et que je retrouve moi dans mon village natal, c'est la bienveillance et la solidarité qu'il y a, ce qui fait la caractéristique d'un territoire rural. Et là, je rejoins complètement ce que tu disais tout à l'heure, sur cette capacité d'accueil et d'intégration des nouvelles populations. Dans le village de Novien-Porcien, je le cite, mon père qui est élu ne connaît pas les nouveaux habitants, il les appelle par le fait que c'est lui qui a racheté la maison du René. C'est ceux qui ont racheté la maison du René. Bon, ok, mais qui s'appelle comment? Je ne sais pas. Il serait peut-être temps quand même de les inviter pour savoir comment ils s'appellent et que ce soit autre chose que celui qui a resté à la maison du René. Bon. Donc il y a un vrai enjeu d'intégration. Donc oui, est-ce qu'il y a une consommation de la campagne? Dans tous les cas, il y a une consommation d'une volonté d'avoir une qualité de vie. Parce que ça, c'est au moins ce que nous a
probablement révélé, ou dans tous les cas réveillé au niveau de la Covid. Et d'ailleurs, ce qui amène aussi beaucoup d'autres effets pervers sur l'engagement dans les entreprises. On parle de la grande démission. Moi qui suis dirigeant d'entreprise, donc comme tout dirigeant d'entreprise, on a un mal fou à trouver des collaborateurs, à fidéliser des collaborateurs. On a des collaborateurs qui peuvent partir en vrille du jour au lendemain parce qu'ils sont en quête de sens. Bref, c'est compliqué aujourd'hui, et cette quête de sens, elle se traduit aujourd'hui par de nombreuses familles qui utilisent Vivre au Vert parce qu'elles veulent reprendre en main leur lieu de vie pour justement profiter pleinement de la vie et probablement aussi anticiper. Et je vais effectivement peut-être boucler déjà cette première piste de parole pour revenir peut-être sur d'autres notions tout à l'heure, sur ce qui est intéressant au niveau de Vivre au Vert et quels sont les critères qui sont les plus souvent demandés. Mais on a, nous, dans les utilisateurs de la plateforme Vivre au Vert, un certain nombre d'utilisateurs qui ont cette prise de conscience de la résilience des territoires. Et on évoquait sur les pics de chaleur, sur l'altitude. Nous, on a vu au moment des pics de chaleur que la configuration de Vivre au Vert, où on avait prémâché des critères pour être au vivre au frais, ben forcément, on a eu une explosion des clics sur les territoires prédéfinis au vivre au frais, avec la notion d'altitude qui amène de la fraîcheur, et puis l'éloignement des villes par rapport aux îlots de chaleur qui sont provoqués par les villes. On verra dans la deuxième séquence votre superbe carte qui permet de suivre un peu les clics de ceux qui veulent partir. Question aux uns et aux autres avant de donner la parole à la salle. Est-ce que vous avez le sentiment, mettons de côté la pandémie, que les territoires ruraux, par leur diversité, leur disparité, leur rapprochement des villes ou des métropoles, attirent vraiment des personnes, des populations qui pourraient se lancer dans l'élément de réponse. Oui. Est-ce qu'on a des... D'ailleurs, que ces territoires disposent ou pas d'une politique d'accueil formelle ou pas? Est-ce qu'on a des installations, je dirais, de manière assez sensible? Est-ce qu'on a des chiffres d'ailleurs? Alors les chiffres, on commence à en avoir, mais moi je suis pas géographe, donc je pense que d'autres répondront, parce que on a fait une table ronde il y a pas très longtemps avec Vincent Grimaud sur les chiffres de l'INSEE, et il y a des chiffres qui sont intéressants, mais ils sont pas encore probants sur tous les sujets, et les méthodologies sont en question, donc moi je m'exprimerai pas forcément là-dessus. Mais par contre, sur le renversement symbolique, j'aimerais bien en parler, parce que quand j'ai proposé mon bouquin Exode urbain aux éditeurs il y a 3-4 ans, on me disait non mais ça c'est un truc de niche, ça parle à personne, ou alors on voulait me classer avec les collapsos. Voilà, c'est-à-dire que c'est le syndrome de la fin des gens qui croient à la fin du monde, alors que moi je le voyais comme quelque chose de très positif. Et il se trouve que quand je suis partie vivre à la campagne il y a une douzaine d'années, j'avais fait des sciences politiques, j'étais cadre. La plupart de mes amis et mes collègues n'ont pas compris. C'est-à-dire que pour eux, c'était un renoncement à la réussite professionnelle, c'était un abandon, c'était une volonté de marginalisation, c'était un acte politique très militant, alors que pour moi, c'était juste choisir mon cadre de vie. Voilà. Enfin, moi, j'avais envie de vivre à la campagne, j'avais envie de monter un projet à la campagne, j'avais envie de faire des enfants à la campagne, c'est là que j'avais envie de construire ma vie. J'avais 25 ans, je me suis dit, bah voilà, je veux construire ma vie là, j'y vais. Et d'aucune manière, je n'envisageais ne pas réussir ma vie. En fait, et je voyais que symboliquement, c'était totalement inaudible. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a un renversement symbolique avec le Covid qui est très fort. Et on dit plus à ceux qui partent bon courage, on viendra te voir quand on pourra. C'est courageux, hein, c'est courageux quand même. Hein. Voilà, tu vas pas t'ennuyer, etc. Et en fait, aujourd'hui, évidemment, il y a un renversement symbolique qui est très fort. Ceux qui le font, ils sont vus comme des chanceux. Et donc ça, je pense que c'est une victoire symbolique qui est très importante. Et c'est pour ça que la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est celle de quel exode urbain on veut. Parce que de fait, la perspective d'un avenir qualitatif et heureux en ville est de plus en plus fragile. Et le Covid, les canicules, et même simplement la perspective de la qualité de vie, de la pollution, du rapport à la consommation, à la publicité, à la violence au quotidien, fait que de toute façon, il n'y a pas de réponse à apporter, il n'y en a plus, et les gens ne croient plus à ce que les politiques peuvent leur dire pour répondre à ça. Donc,
là-dessus, il y a un renversement symbolique qui est très fort. Mais la question, c'est quel exode urbain on veut et comment est-ce qu'on veut le faire. Et je pense que c'est ça aussi le débat essentiel. On le verra par la suite. Hélène Talon, on a des chiffres, des éclairages sur ce mouvement de population vers les ruralités, en tous les cas vers les petites villes? Oui, alors en effet, il y a des chiffres qui commencent à sortir, mais moi je ne sais pas précisément, je ne vous les donnerai pas précisément. Par contre, ce qu'on voit, c'est que, en effet, là, le grand gagnant pour le moment, c'est les petites villes. Ce sont les petites villes. Que l'exode n'est pas massif, en fait, il est dans la continuité du mouvement. Depuis les années 60, en fait, les campagnes, les espaces ruraux regagnent de la population. Et donc là, en fait, on est dans une dynamique qui se continue. Donc, parfois, il y a eu des moments où cette dynamique faiblit un peu dans les années 2000, etc. Donc là, on est plutôt dans une vague ascendante, mais déjà avant le Covid. Donc là, la tendance se maintient. Après, voilà, la grosse différence, c'est en effet, c'est l'accès au foncier, à l'immobilier, donc à l'immobilier aussi. Voilà, avec ce qui vient d'être dit, et le problème, ça peut être la mobilité avec le coût de l'énergie. Donc ça, c'est vraiment des données. Bon, alors le foncier et l'immobilier, c'est pas tout à fait nouveau, mais les problèmes en fait d'accès sont amplifiés par le Covid là, par contre, avec des gros risques, en effet, de gentrification, en tout cas de captation, on va dire, de la campagne par des populations qui sont plus dotées en capitaux, pour parler de manière. Donc ce gros point noir. Et puis après, pour moi, la plus grosse incertitude aujourd'hui qui nous tombe dessus, c'est l'énergie. Parce que ça, c'est fondamental. En fait, le problème des zones rurales, c'est qu'en fait, les zones rurales sont très énergivores, mais vraiment très énergivores. En termes de mobilité, mais en termes de coût du chauffage individuel, voilà, du chauffage des maisons. Donc ça, c'est un énorme problème. Et puis, dans la mesure où les revenus moyens sont plus bas qu'en ville, en fait, la rénovation énergétique est loin de pouvoir se faire comme il faut. Donc en fait, là, on a un ensemble de facteurs qui vont potentiellement agir de manière très négative sur l'installation en zone rurale. Merci beaucoup. Donc on va peut-être demander en régie si on peut éclairer la salle parce qu'on ne vous voit pas du tout. On est en train de parler devant un écran noir quasiment. Si c'est possible en régie magnifique. Merci beaucoup. Je vais demander à Élodie si on va lui donner un micro. Si vous avez envie de poser des questions, poser des remarques, on en a une. Ce que je vous demande, c'est d'être court, de vous présenter. Alors, il y a une deuxième personne sur votre droite. Voilà, de vous lever comme ça, on vous voit. Il y a une dame là, juste devant vous. Élodie, voilà. Une là, et puis une là-bas. Et puis une au milieu, voilà. De vous présenter, d'être court. Et puis, peu importe que ce soit une question ou un témoignage ou une interpellation de nos intervenants, s'il vous plaît. Bonjour, Karine Demora. Donc moi, je suis manager transition en innovation. Je suis issue du monde rural. J'ai fait des études très supérieures et mes parents avaient pour point d'honneur à ce que j'en fasse. Le jour où j'aurais dit, tiens, finalement, tu ne dirais pas que je reprenne la ferme? On fait, ouais, c'est ça, rêve bien. Donc, va travailler à la grande ville. Moi, j'ai toujours une question lancinante, c'est qu'on doit être nombreux issus du monde rural à avoir fait des études, nombreux à être dans des grandes villes, et je ne comprends pas que nos villes d'origine ne viennent pas nous voir à un moment donné pour nous faire revenir. Et je trouve très étrange que personne n'ait cherché ce point-là. Parce qu'on doit être vraiment très nombreux, on a l'identité rurale acharnée au fond de nous, on est tous persuadés d'y revenir pour nos vieux jours, mais finalement on pourrait tout à fait développer des activités dans nos lieux d'origine. Moi je suis originaire de l'Allier et à chaque fois je suis effrayée de tout ce qui se meurt en fait. Et finalement j'ai pas grande solution parce qu'on n'a plus l'environnement, l'écosystème pour qu'il y ait des activités qui s'implantent. Et donc voilà, c'était ma suggestion, parce que moi je voudrais bien avoir les statistiques. Qui a fait des études, qui est entrepreneur ailleurs et qui pourrait venir faire des choses dans son territoire d'origine. Voilà. Merci beaucoup. Ça me rappelle l'initiative des Québécois, Place aux jeunes, qui sont partis faire des études et qui reviennent petit à petit. Quelques initiatives en France. Une à l'extrême droite là-bas, s'il vous plaît, puis après on revient au milieu. Donc on va prendre les questions, puis après on essaiera de répondre ou de rebondir. Bonjour, Violette Auberger. Je travaille dans une association qui s'appelle Les Monts qui pétillent. Je suis chargée des projets sur la mobilité. Donc ça me parle beaucoup, ce dont vous avez parlé. J'ai trouvé ça intéressant que vous parliez des obligés en fait, de cet exode, parce que nous on a constaté ça, on est dans une zone montagneuse et pas très dense.
Et on a eu un mouvement à un moment donné qui nous a stupéfaits, d'assistantes sociales en ville qui disaient aux gens qui n'arrivaient plus à y vivre d'aller s'installer en pleine campagne. Et là, on s'est retrouvé avec des gens qui étaient déjà en très grande difficulté, en très grande précarité, qui petit à petit ont revendu la voiture parce qu'ils ne pouvaient plus assumer les frais et qui se sont retrouvés dans des situations incroyables. Et parallèlement de ça, on avait le président de l'agglo qui disait « De toute façon, si vous voulez des services, vous n'avez qu'à venir vivre en ville ». Donc on a eu un truc, on est vraiment dans une espèce d'impasse et il y a vraiment un gros travail à faire sur cette histoire de mobilité. Et il y a vraiment des gens qui se retrouvent obligés à venir en campagne, pas de leur choix. Et je trouve que c'est important de le replacer dans toute cette partie exode aussi. Merci pour des gens qui sont super contents de venir en fait. Merci pour vos témoignages. J'aime bien le mot, les mots qui pétillent. Vous êtes du côté d'Ambert, je crois. Voilà, pas très loin. S'il vous plaît, donc au milieu, nous avons une intervenante et puis Laurent Lély que j'aperçois là-bas juste derrière. Après vous, madame. Oui, bonjour à tous, merci pour votre intervention. Je suis Céline Gillet, je suis porteuse du projet d'une plateforme agri-touristique. Alors je ne sais pas si aujourd'hui on est dans le thème, mais par rapport à l'agro-tourisme, on a les meilleurs musées et les plus anciens musées en France, du monde, et nos campagnes regorgent de belles choses à montrer. J'ai l'impression qu'il y a un retour, en tout cas, vers cette envie d'aller dans les fermes et vraiment de voir les agriculteurs. Donc c'était voir peut-être ce que vous en pensiez. Et moi je suis, comme Monsieur Valentin, un petit peu à l'ouest, à Troyes, sur une diagonale aussi du vide. Donc j'ai pas été dans le Canada Dry près de Toulouse, mais en tout cas, voilà, j'affectionne mon territoire et je pense qu'il y a de très belles choses à montrer. Merci beaucoup, madame. Donc juste derrière vous, parfait. Merci. Laurent Lély, géographe. Je m'en soigne, mais j'aurais deux remarques et un regret. La première remarque, c'est que je trouve que dans le propos de la table ronde, il y a un petit tropisme quand même à regarder le sujet avec des mots qu'on n'interroge pas suffisamment qualitativement. On a beaucoup parlé de campagne. De quelle campagne on parle. Une petite boutade à M. Valentin, je pense que le Volvestre apprécierait qu'on le traite d'ersatz, de campagne. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas créer aussi, par les discours qu'on développe sur ce sujet-là, de nouveaux stéréotypes et de nouvelles manières de réenfermer le débat. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est je suis assez sensible à ce qu'a dit Jean-Yves sur... quelque part, tout se joue dans l'interaction, dans le local, dans l'ouverture. C'est complexe, cette question-là. Moi, je ne sais pas s'il y a un exode. Je vous le dis clairement, le sujet m'interpelle beaucoup, exode urbain. Je suis assez sceptique. Et puis, le dernier point, mon regret, c'est qu'il n'y ait pas de jeunes à la table ronde. Pour apporter le jeune, ouais, je suis désolé Jean-Yves, excuse-moi, j'étais sûr que c'est toi qui allais te vexer, mais des ados qui ont une certaine vision de ce qu'est la campagne et de ce qu'est aller vivre à la campagne, et c'est eux qui demain choisiront d'aller y vivre ou de ne pas y vivre. Voilà. Donc je trouve qu'il faudrait quand même qu'on arrive à créer du débat avec la jeunesse sur ces sujets-là, parce que moi en tous les cas j'ai l'impression d'être un peu trop vieux, quoi. Voilà. Merci pour ce regard de jeune géographe, pour ce vieux monde. En tout cas, nous avons des jeunes. Merci, Laurent. D'autres interventions? Vous pouvez aussi en profiter durant la deuxième séquence, mettre des petits bouts de papier qu'on récoltera juste derrière vous. Je pense qu'on va arrêter les questions pour cette séquence maintenant parce qu'on n'aura plus trop de temps sinon pour la deuxième partie. On les prend quand même. Oui. Juste voilà, on n'en a que deux. Très rapidement, je sais qu'elles vont être concises. Non, s'il vous plaît, juste devant vous, là. C'était une première main qui s'est levée. Et puis ensuite, on enchaîne. Questions courtes ou remarques courtes, s'il vous plaît. Question courte. Non, c'était juste une remarque. Donc, moi, je représente un réseau de villages, plus que de petites villes.
qui a eu un frein supplémentaire qui n'a peut-être pas été abordé, c'est le type d'habitat finalement disponible dans les villages, qui ne correspond pas forcément aux attentes aujourd'hui des gens qui veulent s'installer et qui veulent leur jardin et qui veulent de l'espace autour de leur maison, voilà, qui correspond ça à l'étalement urbain dont on ne veut plus. Voilà, comment on fait pour cet habitat des bourgs anciens qui n'est pas adapté aujourd'hui, comment on peut les réadapter aux exigences des gens qui veulent s'installer en campagne. Merci, c'est noté. Votre nom et prénom, s'il vous plaît. Cécile Varillon, pardon, et je travaille pour les plus beaux villages de France. Superbe. Il n'y en a que 2 dans le Puy-de-Dôme, je crois. Il y a encore du boulot. Tout à fait en haut. Bonjour, Anne-Marie Floridis. C'est juste une petite réflexion personnelle. Je trouve qu'on est tous le rural d'un autre, quelque part. Et la deuxième réflexion qui m'interroge beaucoup, à titre personnel, c'est l'organisation des secours. Il y a vraiment un gros problème sur l'évolution du SDIS, les secours, et je pense que c'est quand même un élément déterminant. Merci de nous ramener aux réalités. Il y avait des pompiers dans chaque petite commune rurale, et maintenant, finalement, quand on appelle sur une petite commune du fin fond des Combrailles, il faut voir le temps d'arrivée des secours. Et ça, c'est une évolution qu'on connaît et qui est désastreuse pour une installation raisonnée en campagne, ce qui n'existait pas avant. Et l'entretien des routes. Voilà. Très bien, ça fait partie aussi des aménités, hein, des territoires ruraux. Merci beaucoup. Donc n'oubliez pas un petit bout de papier et puis on essaiera de répondre à la fin de la deuxième séquence. Qui veut réagir par rapport à ces 6 questions, remarques, observations? Oui, s'il vous plaît. Claire Desmar. Moi, je voudrais réagir sur... merci pour toutes les interventions et les témoignages, notamment. Je voudrais réagir sur la dernière intervention, l'avant-dernière intervention, sur la question des centres-bourgs. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la manière d'habiter. Et je pense que là-dessus, il y a des vraies politiques publiques à mettre en œuvre, à la fois sur le parc locatif, mais aussi sur la manière de vivre à la campagne. Et c'est des nouveaux imaginaires à créer, même si j'aime pas beaucoup ces histoires d'imaginaire et de récits qui sont un peu utilisés à tout et pas toujours à meilleur escient. Mais en fait, notamment, un certain nombre de gens disent « je ne vais pas partir vivre à la campagne parce que j'ai peur d'être seule, parce que je ne sais pas tout faire et qu'avoir une maison individuelle, ça me fait peur ». Et puis de l'autre côté, on a ceux qui rêvent d'avoir un hectare, mais qui ne se rendent pas compte que déjà un potager de 500 mètres carrés, c'est vachement de boulot, quoi. Et du coup, la question se pose réellement d'amener aussi des propositions de manière de vivre à la campagne. Et par exemple, sur la question que vous posiez tout à l'heure sur la mobilité et sur la dépendance énergétique, le fait d'habiter un logement qui n'est pas trop grand, mais avec plein de services possibles à côté où on peut se retrouver, faire des fêtes parce qu'il y a des salles communes, etc. Et ne pas avoir besoin de la voiture au quotidien. Parce que quand on habite en centre-bourg et qu'il y a une petite boulangerie, etc., et que finalement, on va changer ses habitudes, on peut aller faire les courses qu'une fois par semaine dans un supermarché un petit peu plus loin, et on peut emmener les enfants à l'école, bosser, etc., avoir sans la bagnole, ben en fait, on construit aussi des nouvelles manières de vivre la campagne. Et c'est clair qu'aujourd'hui, les gens qui veulent faire l'exode urbain, ils disent bah, « je vais avoir une maison dans un hameau isolé », avec du terrain autour, alors même que ce type d'habitat existe beaucoup dans l'ouest de la France, mais n'existe pas dans l'est où l'habitat est plus facilement regroupé, dans des petits villages où les maisons sont mitoyennes. Donc en fait, ces régions sont moins attractives aussi parce que la manière dont l'habitat traditionnel est dessiné ne correspond pas à l'imaginaire que se font les gens de la petite bicoque, la petite baraque avec le petit terrain autour, le verger ou je ne sais quoi. Et en fait, se dire que si la réponse à ça, c'est de créer des lotissements, c'est une catastrophe écologique et c'est pas une réponse réelle aux besoins. Donc, être capable de répondre à ça, c'est revitaliser les centres-bourgs et plus le faire. Enfin, moi, je vois des communes en région Grand Ouest où on a créé des centres commerciaux, des super U en périphérie. On a vidé le centre-bourg. Après, on va demander à l'Europe 1 million d'euros pour revitaliser le centre-ville. Non, mais à un moment, il faut arrêter de faire n'importe quoi. Et donc, cette question-là, à mon sens, me paraît vraiment essentielle. Merci. Je demanderai au suivant d'être le plus concis possible pour qu'on puisse aborder la deuxième séquence de cette table ronde. Jean Epinot, alors quelle question Oui, non, mais bon, je mangerai peut-être sur mon temps, peu importe, mais simplement de manière un petit peu générale. Alors, pour un clin d'œil à Laurent, nous on est très, enfin voilà, si on n'est pas en capacité de changer notre représentation du monde, c'est-à-dire la culture,
on est mal barré aujourd'hui. Voilà. Donc simplement pour dire que vive la transition poétique, réinventer, renommer en fait le monde pour qu'il advienne et qu'on en change. Parce que en fait, on ne va pas se cacher derrière des mots. Ces questions de mobilité, ces questions d'aménagement du territoire, c'est issu de 3 siècles d'un grand récit qui aujourd'hui nous amène là où on est, c'est-à-dire en fait en train de tomber de la falaise. Donc, c'est Jean Viard, ce que je rappelais hier. Jean Viard disait la voiture a aménagé bien plus le territoire que 40 ans de politique publique, tout simplement. Et donc, en fait, on voit bien que c'est un problème systémique. On voit bien que le fait de manquer de l'énergie pas chère pour se déplacer va faire que, évidemment, la question de la mobilité, on va vite la traduire en question d'accessibilité et donc de reproximité, donc de relocalisation. C'est juste ça. Et donc, est-ce qu'on est en capacité, nous, les décideurs, décideuses et les adultes, d'anticiper là-dessus? Ben non. Très clairement, on a les chocottes. On a les chocottes de prendre des décisions qui vont, évidemment, faire du mal à quelques-uns. Donc voilà, on a des outils, on a des techniques, on a, je pense à Ecotrain par exemple, vous voyez, des solutions de mobilité. J'aime beaucoup, Claire, votre manière d'aborder le déplacement, à le mettre à taille humaine, c'est-à-dire le quotidien. C'est extrêmement important. On n'a pas les outils et on n'a pas l'administration qui va avec. On est trop cloisonné, on est trop en silo. Donc, je vais dire simplement que la question des mobilités, c'est une question qu'il faut dépasser parce que la question aujourd'hui qui nous réunit et qui est plus qu'aiguë, c'est comment on arrive à se dire oui, il faut qu'on évolue, qu'on fasse évoluer nos modes de vie, nos modes de production et nos modes d'habiter. Et de vivre, tout simplement. Pour vivre. Pour vivre. Dominique Valentin ? Donc, très rapidement, pour évoquer effectivement que la nature a horreur du vide et toutes les problématiques qu'on évoque aujourd'hui sont en train d'être résolues par des innovations, par des belles initiatives. En milieu rural, on a des solutions de mobilité partagée qui commencent à se mettre en place avec du covoiturage, avec des systèmes d'autostop organisés. Je pense notamment à un réseau pouce. Il y a une expérimentation dans la Drôme qui va se déployer, j'espère, dans d'autres territoires avec Betty. Betty qui sont ces navettes autonomes qui sont fiables aujourd'hui, donc sans chauffeur, qui vont faire le centre-bourg ou la zone pavillonnaire avec le marché pour ramener effectivement les habitants d'une zone pavillonnaire pour aller sur le marché le jeudi ou le samedi, qu'importe, ou aller à la maison de retraite ou à la gare pour accéder à la gare sans être obligé d'avoir une voiture. Donc il y a plein d'initiatives. Les drives fermiers, tous ces distributeurs qu'on voit aujourd'hui fleurir dans les territoires ruraux sont une opportunité pour justement aller chercher ce que l'on veut à n'importe quelle heure, alors qu'on n'a pas forcément les mêmes services qu'en ville. En ville, on a tous ces petites épiceries qui ouvrent 24 heures sur 24, et celui qui arrive en milieu rural dit « mais j'ai plus ce service de flexibilité ». Donc il y a plein d'innovations qui vont amener effectivement à des réponses, et c'est un peu la poule et l'œuf, c'est-à-dire que effectivement, on avait un problème de modèle économique parce qu'il n'y avait pas suffisamment de monde sur les territoires ruraux. À partir du moment où on commence à repeupler, ça sera exactement la problématique des médecins. À partir du moment, quand on dit qu'il faut faire venir des médecins, il faut déjà faire venir de la population. Et si on fait venir la population, on aura peut-être plus de facilité à faire venir des médecins. Donc c'est là où les collectivités territoriales ont un rôle à jouer pour amorcer la pompe, être un peu en avance de phase pour que justement ensuite l'offre soit au moins au rendez-vous pour éviter que les populations ne repartent parce qu'elles sont déçues. Alors justement, gardez la main parce qu'on va passer à la deuxième séquence concernant les outils, les démarches en perspective pour reconstruire ces modes de vie, en tous les cas anticiper. Comment peut-on apprécier les projets de territoire, les outils de l'accueil, mais également on a beaucoup parlé de territoire et un peu moins des migrants, des nouveaux arrivants, leurs attentes, leurs exigences. Quelle perspective on peut se donner? Est-ce qu'on peut parler de dialogue? Est-ce qu'on peut parler de rencontres réelles, comme le soulignait Jean-Yves tout à l'heure, entre les territoires et les nouveaux arrivants? Dominique Valentin, on en a parlé, cette plateforme Vivre au Vert,
qui est une plateforme un peu facilitatrice des projets d'installation. En 2 mots, vous avez aussi un slide qui nous explique... Au moins une carte, effectivement, je ne sais pas si on peut l'afficher, parce que cette carte, elle est intéressante, qui est une carte, alors qu'on peut zoomer et rentrer un peu plus dans le détail, qui sont la carte des territoires où effectivement les candidats à l'Exode cliquent le plus. Alors c'est un peu difficilement visible parce qu'effectivement on n'est pas sur forcément la bonne échelle, mais on voit effectivement un certain nombre de territoires, alors autour effectivement de certaines métropoles qui sont assez cliquées parce qu'on est quand même sur cette proximité par rapport à des lieux de mobilité avec un accès TGV ou un accès à un aéroport, mais on voit bien aussi, nous on a fait le lien où plus il y a de jours de télétravail, plus effectivement la distance par rapport à une métropole s'allonge. Et dans les critères qui sont sélectionnés dans la plateforme Vivre au Vert, je vous rappelle que vous rentrez plein de critères et ensuite vous faites apparaître la carte et vous avez un quadrillage de France avec des dalles de 25 km². Si la dalle est verte, c'est qu'il y a 100% des critères, jaune, il manque un critère. Et quand vous cliquez sur une dalle verte, vous avez les biens immobiliers à louer, les biens immobiliers à vendre, les offres d'emploi et les activités à reprendre. C'est-à-dire qu'on choisit son lieu avant de choisir soit son emploi, soit son bien immobilier. Alors là, c'est pas par commune, mais plutôt par intercommunalité. Oui, là, on les a mis par intercommunalité, donc on peut rentrer effectivement dans le détail. Ce que l'on voit difficilement dans cette carte-là, c'est qu'effectivement, on a une sorte de diagonale qui s'est créée entre la Bretagne jusque le sud-est. On a malheureusement effectivement le nord-est qui souffre encore d'un gros déficit de clics, alors que quand on fait l'autre carte qui met en lumière les territoires qui apparaissent en vert, on voit que ces territoires-là apparaissent bien plus en vert qu'ils ne sont cliqués. Donc on a bien une différence entre l'attractivité objective et l'attractivité subjective. Les critères qui sont souvent demandés, au-delà de l'éloignement, on a bien sûr l'ensoleillement, la pluviométrie. Et là, on est en train d'essayer de prendre du recul pour voir si le critère de pluviométrie a le même niveau d'importance en fonction de la période de l'année. Je pense que fin août, début septembre, quand on n'a pas vu une goutte de pluie pendant des semaines et des semaines, je pense que ce critère a beaucoup plus d'importance qu'en sortie d'hiver, quand on veut effectivement peut-être être un peu moins dans les pieds dans la boue. Mais il y a quand même, nous, 2 critères qui nous ont un peu étonnés. C'est l'offre culturelle, qui arrive en 4e position des critères les plus demandés. C'est-à-dire que ceux qui sont en recherche d'un territoire de lieu de vie ont un point de vigilance par rapport au fait qu'il y ait une offre culturelle. Alors c'est peut-être lié au fait que 36% des inscrits à la plateforme, et on en a un peu plus de 10 000, proviennent de l'Île-de-France. Pratiquement 60% des inscrits sont des habitants de territoires de très forte densité, des métropoles, et peut-être que là, ce lien avec la culture est important. Et pour en revenir aussi sur les notions de lien, on a mis le critère proximité d'un tiers-lieu d'activité, d'un espace coworking, et ce critère monte en puissance. On est passé de 25%, un quart des candidats à l'Exode cherchaient un lieu de travail proche de leur lieu d'habitation. On est passé à plus de 30%, donc pratiquement un tiers. Et combien de fois je dis que moi, ces tiers-lieux d'activité, ces relais d'entreprise qu'on a pu nous développer, sont un peu les lavoirs numériques des temps modernes. C'est-à-dire que ce sont des lieux de sociabilisation. Il y avait 2 lieux de sociabilisation à l'époque, c'était le lavoir et le café. Les cafés reviennent, on a des opérations, mais tout à l'heure, dans une autre table ronde, il y a 1000 cafés qui témoignent, et il y a des nouvelles épiceries qui se mettent en place avec Bouge ton coq, qui développe des épiceries solidaires. Donc on voit bien qu'on a besoin de ces lieux de sociabilisation, et c'est ça qu'il va falloir surtout accompagner. Et là, les collectivités ont un rôle hyper important pour faire en sorte que ces lieux existent et soient pérennes, quand bien même des fois le modèle économique peut être un peu fragile. Et les lavoirs se recyclent. Adieu le fit, le lavoir fait office d'un marché au vent, pour notamment les circuits courts. J'ai noté dans vos tablettes, alors si vous voulez avoir des chiffres, vous allez sur le site Vivre au Vert, parce qu'il y a une série de diapositives qui est une compilation de différentes études très intéressantes. J'ai noté le chiffre magique de 30. Alors ce sont les 30 ans qui sont les clients de votre plateforme. Alors ils sont un peu exigeants parce qu'ils ne veulent pas se déplacer plus de 30 km. Il faut que ça soit autour de 30 km pour pouvoir s'installer. 30% veulent du calme. C'est des jeunes qui veulent du calme, c'est un peu étonnant. Et puis, autour de 30% veulent un logement plus grand. Voilà, on parlait tout à l'heure du type d'habitant. Ce chiffre 30 est assez intéressant de voir que c'est plutôt une génération qui commence à se stabiliser dans la vie et qui cherche une qualité de vie, qui cherche aussi des fonctionnalités très, très opérationnelles. Oui, alors on voit nous, surtout qu'au niveau du budget du logement, on a fait justement l'extraction hier. Ceux qui quittent un territoire et qui vendent leur logement
et là ça va nourrir les réflexions sur la pression immobilière et l'impact de l'exode sur l'élévation du niveau de prix, résonne à budget immobilier constant. Très bien. Merci. Hélène Talon, je sais qu'au cœur de vos études et vos recherches, vous avez pas mal planché sur les compétences, nouvelles compétences, notamment en milieu rural. Est-ce qu'on peut parler, alors, bannissons ce terme d'exode, parce qu'il n'y a pas d'exode, hein, comme l'a souligné Laurent Lévy, mais grosso modo, est-ce qu'on a une certaine appétence des territoires pour des compétences des jeunes un peu plus formés qui viendraient s'installer? Que donne la réalité aujourd'hui? Oui, alors du coup, ça me fait revenir à mes trois grandes catégories, là, donc un peu, donc les retraités, les actifs précaires et qui ne sont pas là de leur plein gré, qu'on retrouve dans toutes les problématiques sociales, hein, qui ont été évoquées, et donc ceux qui ont un projet, qui viennent s'installer donc par choix. Donc évidemment, donc les compétences ne sont pas les mêmes, et donc pour ceux qui viennent s'installer, ce qu'on observe en fait, c'est que la plupart, donc ce sont des couples jeunes avec enfants, donc qui veulent profiter des aménités des espaces ruraux, etc., donc ce dont on a parlé. Qui arrivent sur des territoires plus ou moins denses. Alors, a priori, un peu moins dans les territoires très peu denses. Donc, on va quand même chercher la proximité d'une ville et qui viennent avec, en gros, donc déjà leurs propres ressources, c'est-à-dire des capitaux. Soit ils vendent un bien immobilier en ville et en effet, donc ils résonnent donc à coût immobilier constant, donc ce qui fait que bon, ils arrivent pour certains avec des bons capitaux qui permettent de bien démarrer l'activité. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'on voit que ces personnes-là arrivent donc en gardant un pied dans la ville. Ceux qui viennent de la ville gardent un pied dans la ville. Alors je précise aussi, donc pour être tout à fait exact, que la plupart des mobilités vers le rural ne se font pas de la ville vers le rural, mais d'un autre espace rural vers un autre espace rural. Voilà, donc ça c'est pas tout à fait clair. Et à proximité régionale aussi. Hein, donc voilà, parce que donc on fantasme quand même beaucoup cet exode urbain de la grande ville vers l'espace ruraux peu dense, mais que c'est quand même pas la réalité exacte en fait. Il y a beaucoup de cas de figure différents. Alors, qu'apportent ces nouvelles compétences pour des territoires ruraux? Alors, énormément de choses. Donc, ça va revenir donc, à ce que vous disiez, madame. C'est-à-dire que les territoires aujourd'hui sont en pleine évolution. Enfin, donc pas aujourd'hui, mais enfin, depuis longtemps. Les territoires ruraux, en effet, souffrent d'un manque de considération de la part des politiques publiques qui est vraiment réel. Et moi, je suis personnellement très contente de voir que le terme de rural réapparaît dans la statistique nationale. Il avait disparu depuis 30 ans, 40 ans presque, même plus. Donc il réapparaît. Donc ça, c'est tout à fait nouveau. Alors, c'est peut-être la pointe de l'iceberg, mais peu importe. Au moins, ça veut dire que le rural réapparaît dans les politiques publiques. Donc comment ça va se transformer, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, il y a une focale qui va être portée sur le rural, qui est portée sur le rural. Donc les espaces ruraux sont en effet des espaces qui sont vraiment en marge de la conception même du fonctionnement d'un territoire. Ce que je veux dire, c'est que un territoire de faible densité, en tout cas de densité moindre, avec les questions spécifiques de mobilité qui le concernent, c'est un territoire qui doit faire l'objet d'une attention particulière en termes d'infrastructure, en termes de mobilité, en termes d'accueil de population, de différentes populations, de mélange de populations, en fait des populations plus récentes, des populations plus anciennes, qui ont chacune leurs capitaux, enfin leurs compétences à apporter, pour pas arriver à des territoires de gentrification, de relégation, parce que moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'on arrive donc donc vraiment accentuer la précarité et les situations vraiment de difficultés sociales de ces personnes-là qui sont installées. Parce que le problème, en fait, qui va se poser, la grosse différence par rapport aux autres vagues de migration, c'est que le retour à la ville aujourd'hui va être vraiment très difficile, voire même impossible. Alors qu'en fait, jusqu'à maintenant, la ville a toujours été l'échappatoire des habitants des territoires ruraux. Ça va totalement disparaître si ce n'a pas déjà disparu en partie. Merci Claire Desmar.
peut-on parler d'un retour d'une politique d'aménagement du territoire en faveur des territoires ruraux et à travers celle-là, la question de politique d'accueil, est-ce qu'elle revient sur le devant de la scène? Moi, je ne le constate pas aujourd'hui. Donc, au niveau de la région, par exemple, on a des outils, on a des schémas directeurs d'aménagement du territoire qui, pour l'instant, n'intègrent pas ces questions et qui en posent d'autres, notamment sur la question de l'artificialisation des sols, parce qu'aujourd'hui, l'accueil des populations, c'est aussi la construction de bâtis nouveaux. Et la question se pose réellement d'une politique ambitieuse de rénovation du bâti ancien. Déjà parce que moi, je vois se construire, enfin, je vois pire que ça, ce que je vois dans les villages autour de chez moi, c'est qu'on détruit les maisons des années 70 qui sont pourries, hein, clairement, qui n'étaient pas isolées, qui étaient du bâti, qui étaient beaucoup trop fragiles, pour reconstruire le même genre de boîte à chaussures avec juste une couche de laine de verre supplémentaire au plafond. Et donc on a des maisons qui durent moins longtemps que la vie des habitants qui sont à l'intérieur. Et ça, c'est à la fois une catastrophe écologique et c'est un non-sens en termes d'aménagement du territoire. Donc je pense qu'on a une vraie réflexion à mener sur la rénovation du bâti ancien pour que ce soit durable, pour qu'effectivement on passe... Aujourd'hui, on construit encore des bâtiments en France qui sont considérés comme BBC, donc normalement écologiquement plutôt valables, sur des normes qui sont interdites en Allemagne depuis plus de 10 ans. Donc la question de la façon dont on va gérer la construction et l'aménagement et la rénovation, à mon sens, du bâti me paraît essentielle, parce qu'il faut réfléchir les choses au sens de plusieurs générations. Et ça, c'est un truc qui me paraît essentiel. Autre point sur le SRADET, enfin sur les schémas directeurs d'aménagement du territoire, ou un autre outil qui me paraît essentiel aux collectivités, qui est le contrat de plan État-région, donc qui sont des financements, des contrats qui sont négociés entre les collectivités territoriales et l'État, et qui sont en fait le cadre des investissements sur des séquences de 3 à 5 ans entre l'État et les collectivités. On sait qu'aujourd'hui, le budget des collectivités est limité, donc la place de l'État et les arbitrages de l'État sont très importants dans ces cadres-là. Clairement, aujourd'hui, ça n'est pas du tout en cause. On est encore dans ces dossiers sur des concepts qui sont dépassés, où on n'a pas cette vision et où on est encore sur des objectifs de métropolisation, où on continue à soutenir la concentration d'activités sur des gros pôles urbains et où on ne réfléchit pas à l'aménagement équitable du territoire, que ce soit pour l'installation d'industries ou de l'habitat particulier. Donc je pense que là-dessus, on a un travail monumental à faire, et non, les collectivités n'y sont pas préparées, non, les élus n'y sont pas formés. Et après, quand on a des élus qui sont plus éveillés déjà, quand ils cherchent les outils, en fait c'est vers vous qu'ils peuvent se tourner, et ben, ils ont du mal à trouver des interlocuteurs qui vont les accompagner. Mais alors pour ceux qui ne sont pas éveillés et qui sont encore sur les schémas d'antan, c'est catastrophique. Donc, Si, parce qu'on, comme on est dans un débat, je peux peut-être juste quand même mettre un bémol quand même. Il y a quand même un certain nombre de dispositifs qui fonctionnent bien. Si je prends l'ANA, l'ANA aujourd'hui, j'ai les mains dans le cambouis, là, dans l'occurrence les mains dans de la chaux, et puisque j'ai fait une expérimentation dans les Ardennes où je viens d'acquérir un bien de 34 000 €, une maison du 19e siècle, fin 19e, 1870, tout le monde passait devant, personne ne s'arrêtait, elle est tombée en ruine, hein, elle est tombée en ruine. 160 000 € de travaux, 40 000 € de subventions au niveau de l'ANA et des crêtes pré-ardennaises. Donc ça fait aujourd'hui effectivement une acquisition et une rénovation de 160 mètres carrés à 1 000 € du mètre carré. Donc il y a bien des dispositifs, ils ne sont peut-être pas forcément connus. Et pour certains territoires, on parle des petites villes, il y a quand même des dispositifs qui se mettent en place aujourd'hui, je pense aux petites villes de demain, qui effectivement essayent de redonner de la vitalité à ces centres-bourgs, avec des animateurs, des chefs de file, petites villes de demain. On a mis, nous, ce critère petite ville de demain dans Vivre au Vert. Ça n'a aucun effet parce que ce n'est pas connu. Déjà, au niveau des collectivités, c'est un déficit d'image, de notoriété sur le dispositif petite ville de demain. Mais ça peut aussi peut-être donner envie à des personnes d'aller s'installer dans des territoires où, parce qu'il y a ces dispositifs petite ville de demain, il va se passer des choses sur le soutien des commerces. Il y a des foncières qui se mettent en place, Village Vivant, comment effectivement est une foncière qui rénove, réhabilite avec tout un montage financier. Donc il y a quand même des petites choses qui existent, mais je suis d'accord, qui est bien insuffisante au regard des enjeux. Et pour la ruralité, il y a aussi d'autres dispositifs. On a connu les contrats de ruralité et les contrats de relance des transitions écologiques qui sont aussi pris en charge par les villes, mais également les programmes leaders qui sont en train de se mettre en place progressivement.
avec des besoins importants d'ingénierie territoriale, avec une accessibilité très compliquée pour le cours sur le parcours ANA. C'est pas accessible. Enfin, aujourd'hui, on a les points accueil. Moi, pour le coup, je le vis au quotidien parce que j'accompagne des gens autour de moi. Comme je suis l'écolo de service, tout le monde vient te voir pour savoir si tu tries bien tes poubelles et comment on fait la rénovation de son logement. Donc, je vais facilement accompagner, mais on se rend compte que même les points accueil, enfin même les espaces qui sont censés le faire, c'est compliqué. C'est compliqué pour l'accès aux prêts derrière. On a tellement de mal logés en France, on a tellement de gens qui sont dans la précarité énergétique. Et en fait, ces dispositifs-là correspondent à certains profils d'habitants, mais pas à tous. Et la question se pose aussi à la fois de la gestion écologique de cette transition, mais aussi de la gestion sociale. Madame parlait tout à l'heure des inégalités sociales qui sont très criantes dans les territoires ruraux, avec des populations qui sont loin de l'accès aux droits, loin de l'accès aux soins, loin de l'accès à l'emploi et loin de l'accès à la formation. Et en fait, la question se pose d'un véritable aménagement du territoire qui soit juste socialement et qui soit penser écologiquement, parce qu'aujourd'hui, on est aussi un peu dans le contre-coup Covid, et est-ce qu'on pense à 10, à 20, à 30 ans? Je le constate trop insuffisamment. Par contre, c'est vrai que ces initiatives sont belles, mais souvent, elles sont issues de porteurs de projets, de collectifs associatifs, et elles ne sont pas assez relayées. Elles sont pas assez relayées par les collectivités et par l'État. Je suis le premier à dire que les collectivités et l'État n'ont pas le monopole de l'intérêt général. Et effectivement, aujourd'hui, beaucoup d'initiatives qui apportent des solutions à la population sont des initiatives privées et qui ne font pas forcément le soutien de la collectivité ou des services publics et citoyennes. Jean Epinot, peut-être un commentaire là sur les migrants dont on a parlé très très peu. Alors je crois que vous aviez un slide, voilà, un tableau synthétique, le profil des migrants en termes de motivation et de trajectoire. Est-ce qu'on peut le commenter ? Ouais, on avait voulu faire sérieux et donc on avait travaillé avec des enseignants-chercheurs. Je pense notamment à Vincent Pifteau, qui était président du collectif Ville Campagne. On a essayé de travailler des archétypes en fait, sans pouvoir en fait mettre les volumes. On est dans quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir, mais on pourrait dire que ce qu'on avait pu observer et ce que nous faisaient remonter les élus des territoires, le flux le plus important, c'était souvent ce qu'on appelle le migrant patrimonial. C'est-à-dire, en fait, on vient acquérir un bâti du foncier moins cher. Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, mais enfin, j'aperçois François qui est dans la salle, qui développe à peu près un outil semblable à celui de Dominique. On en parle souvent. Hein, c'est de dire en fait, ceux qui cliquent sont des CSP+, quoi, et qui participeront à la gentrification du territoire. Enfin, et des communes, on va pas se mentir. Bon, et donc s'il n'y a pas de politique d'accueil pour se parler, pour se mélanger, pour travailler ensemble, bah on va avoir comme aux États-Unis. Hein, c'est intéressant les États-Unis. On regarde notre avenir à chaque fois qu'on analyse les États-Unis. Peut-être rapidement. Rapidement. La colonne de gauche, donc le faible affect pour le rural, ce sont des gens qui considèrent les ruralités comme étant un réceptacle de leur mode de vie à venir ? Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs en fait nous, avec des territoires sur ces questions de politique d'accueil, on s'est beaucoup intéressé à ces migrants en rupture et ces migrants en relégation pour évidemment traiter la question de l'autonomie des territoires. Enfin, c'est un terme qui n'a pas été prononcé jusqu'alors et comme on s'approche de la fin de cette table ronde passionnante, je me permets de le prononcer. On s'aperçoit que en fait, la question de la transition, on y va, on n'a pas le choix. C'est pas une coquetterie, c'est pas un choix politique, c'est juste une réalité. Hein. Voilà, l'effondrement de la biodiversité, le dérèglement climatique, on le vit dans nos chairs, ici et dans le monde. Donc voilà, c'est juste une question essentielle quasiment de survie pour certaines personnes d'ores et déjà. Donc on n'a pas épuisé la question de l'accueil. Loin s'en faut, avec les migrants évidemment qui sont en train de devenir de plus en plus nombreux, les migrants climatiques. Et on n'a pas épuisé la question de l'accueil parce que c'est aussi en se parlant et en ouvrant en fait des lieux de dialogue qu'on va pouvoir se supporter, qu'on va pouvoir faire communauté, quoi.
hein, commune humanité même. Donc c'est juste un tout petit peu important. Voilà. Et cette question d'autonomie, elle me semble... Alors il y a un petit paradoxe bon, pour définitivement tordre certains malentendus. La question des territoires autonomes, c'est pas des territoires en autarcie, c'est pas des territoires bocals, c'est pas des territoires en repli. Au contraire, plus on est relié et plus on a compris les interdépendances qui nous reliaient territoires communes les uns aux autres, ces liens denses, pas denses, ville, campagne, plus on est autonome et plus on a la capacité d'être autonome. Et c'est ça, en fait, me semble-t-il, qui est au cœur aujourd'hui des enjeux, qu'ils soient locaux ou nationaux ou européens, pour ne pas dire mondiaux, de dire comment aujourd'hui on est en capacité de redonner à chacun et chacune la capacité, en fait, de devenir auteur d'une vie qui ne soit pas une vie qui ne vise que, si vous voulez, des éléments superficiels et bon, voilà, continuer cette société de consumérisme et de consommation, parce qu'on ne peut plus le faire. Et donc, c'est comment, ensemble, on change de culture et on se redonne de la joie et on se redonne du bonheur à travailler de manière différente et à avoir d'autres imaginaires que ceux qui, aujourd'hui, marquent socialement les esprits et font qu'on veut avoir un SUV et 800 mètres carrés et 2 ou 3 résidences, quoi. Voilà, et donc l'enjeu, il est là. Et on voit apparaître au niveau des projets de territoire et notamment des projets leaders, des territoires qui tentent d'anticiper avec comme socle, en tout cas les localos, nous, c'est ce qu'on préconise, le socle, c'est de dire comment on se donne des moyens pour s'accompagner au changement. Voilà, encore une fois, changement de vie, changement de mode de production et changement de mode d'habiter. Et c'est complètement essentiel. Et je pense que s'il y avait vraiment un enjeu très fort et donner des moyens, c'est de l'ingénierie, c'est pas de l'investissement, c'est sur cette capacité à ce qu'on puisse nous accompagner, s'accompagner à ces questions de changement. Ce qui signifie retour au projet de territoire participatif avec l'idée que on suive les stratégies territoriales. Voilà, c'est un des points forts, c'est un des enseignements forts et c'est un résultat fort des politiques d'accueil menées depuis 20 ans. On s'aperçoit que là où il y a des belles histoires, c'est là où les habitants ont pris toute leur place et c'est au niveau des communes, des lieux de vie que tout se joue. Voilà, on s'aperçoit que dès qu'on dépasse en fait des niveaux territoriaux, y compris des intercos, on s'aperçoit que les énergies manquent, les énergies humaines manquent, et on s'aperçoit que ce qui est assez remarquable, c'est que dans toutes les belles histoires, je pense à Arvieux, je pense au Voivre, je pense, bon, je vais en oublier plein, mais c'est quand les citoyens en fait ont pris en charge cette question de leur milieu de vie. Qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble et avec qui et comment on veut le vivre et qu'est-ce qu'on ne veut plus vivre. Et c'est ça aussi me semble-t-il, un des éléments essentiels à aujourd'hui investir pour être dans cette capacité de bifurcation ou de rupture, comme certains l'appellent. Voilà, dernière ligne droite, il nous reste 2-3 minutes avant de clôturer cette table ronde. Je vais vous donner le micro, s'il vous plaît, Elodie, ou bien récupérer vos papiers si vous avez noté. Alors, une question là-bas. Même règle, s'il vous plaît, de vous représenter, même si vous avez pris la parole une première fois, et d'être le plus concis possible. Alors, toujours Violette Auberger des Monts qui pétillent, donc dans une zone très peu dense, en moyenne montagne. Mettez le micro juste... Ouais. Voilà. Et ma question, c'était juste, vous avez dit tout à l'heure que la ville ne permettra plus un retour, en fait. Et je voulais savoir sur quels critères c'était basé, en fait. Oui, alors ça c'est une hypothèse. Hein. Alors mes critères sont assez diffus. Le fait que on est toujours sur ces questions d'accès à l'immobilier, d'accès au logement et puis après d'accès au travail. À un moment donné, quand on quitte des compétences de cadre de haut niveau, est-ce qu'on les retrouve aussi facilement? Donc ça serait une question pour ma collègue à ma gauche. Bon voilà, donc c'est tout un système en fait qui fait qu'à un moment donné on s'insère dans une ville aussi. Donc quand on en part, c'est plus évident, dans la mesure où, en fait, autrefois, la ville était pourvoyeuse d'emplois, très clairement. Et donc là, il n'y a plus d'emplois industriels en ville, il y a des emplois de services et hautement qualifiés. Quand on se déqualifie, en fait,
quelque part, avec plein de guillemets, comment est-ce qu'on réaccède à ces emplois-là. C'est pas si simple. Alors je voudrais juste faire, si je peux me permettre, un tout petit point pour préciser que les espaces ruraux, enfin, voilà, donc qu'on sort de cette ambiguïté, ne sont pas les espaces les plus pauvres, les territoires les plus pauvres. Donc ça, c'est pas du tout le cas. Hein. C'est pas là où on trouve la plus grande pauvreté. Et au contraire, ce sont des territoires dans lesquels on trouve les plus faibles inégalités économiques. Et peut-être que c'est ça aussi qui participe du sentiment d'une vie plus simple. Peut-être, hein, c'est une hypothèse. Très peu sont concernés par la politique des quartiers. Quelques-uns quand même. Hein, c'est pas, je veux dire, non, il y en a. Mais en fait, l'idée de dire que c'est des territoires relégués de pauvreté, etc. Donc ça, c'est inexact. Très bien. S'il vous plaît. Oui, bonjour. Alors, Mayanne Doulcier, moi je suis chef de projet Petite Ville de Demain dans les Cévennes, au Vigan. Donc je rebondis justement sur ce que vous dites, notamment en termes d'ingénierie. C'est un vrai problème. C'est une vraie. Merci d'ailleurs pour ces rencontres. Ça fait du bien de revenir un peu sur les bancs de la fac et les bancs de Clermont-Ferrand. Mais il y a un vrai enjeu dans les collectivités sur l'ingénierie, la formation, notamment en milieu rural, de tous ces cadres, parce qu'en fait, on parle de schémas, on parle d'outils qui sont extrêmement compliqués à mobiliser, à expliquer. On est souvent tout seul, on est peu à être formé. Les bureaux d'études, les associations, les collectifs, c'est des budgets qui sont conséquents et souvent ils sont loin. Enfin voilà, il y a des coûts de déplacement, il y a beaucoup de choses et vraiment l'ingénierie en milieu rural, c'est un débat en soi. Merci pour ce témoignage, ce plaidoyer pour l'ingénierie. Je vais vous proposer d'être participatif, de prendre le micro, de le passer à votre collègue. Ça doit être la dernière intervention. Oui, parce qu'on est un peu à la bourre. parce qu'on a les autres tables rondes qui démarrent à 30. Merci de la précision. Merci. Merci. François Lavessière, donc de la plateforme Où Vivre, collègue de Dominique Valentin, du coup. Si c'est possible de faire court. Oui, donc juste pour réagir, Jean-Yves, merci, tu m'as réveillé par rapport au CSP+, et l'utilisation de ce type de plateforme. Simplement une petite remarque, donc nous, on essaye d'apporter des informations qui sont neutres, qui sont fiables, qui sont précises, qui sont localisées et d'intérêt général. Aujourd'hui, on est à l'ère des comparateurs et on est surtout à l'ère des réseaux sociaux et on est à l'ère de la défiance généralisée envers les politiques et aussi envers les politiques d'accueil. Les gens, on est dans un monde individualiste, il faut l'assumer, c'est comme ça. Et la stratégie résidentielle se fait dans ce contexte-là. Et je ne pense pas dans ce contexte que les CSP+, aient le monopole de cette stratégie résidentielle. Parfait, voilà. Merci on fait en sorte que non. Merci beaucoup. Alors, Vivre au Vert et comment vous appelez Vivre, tout simplement Au Vivre, c'est beau. Je rappelle que vous êtes présent au stand, sur les stands là-bas. Malheureusement, on ne va pas trop réagir par rapport à vos interventions, mais bon, il n'y avait pas forcément de questions. Merci infiniment à vous toutes et à tous. Merci aux intervenants et aux intervenantes d'avoir contribué à nous éclairer ce qui n'est pas un exode, qui est peut-être un mythe, mais en tous les cas un processus continu, que le travail ne fait que commencer, évidemment, à accueillir avec la diversité, la richesse de nos territoires ruraux, périurbains et urbains. Merci à vous et bonne continuation.